Renaud Gras, bonjour, directeur technique chez Ecosim. On va parler aujourd'hui du jumeau numérique. Donc, qu'est-ce que c'est le jumeau numérique? C'est un logiciel qui nous permet de mettre en correspondance les données de mesure et les utiliser pour la simulation. Donc, ce logiciel, c'est EcoTwin Digital Twin. Et on va regarder comment ce logiciel fonctionne et ce à quoi il sert. Donc je vous donne rendez-vous sur le logiciel. Donc on va charger un projet. Ici, donc c'est un projet qui va être issu du logiciel EcoTwin DIC, dans lequel on a fait une mesure. Donc on a une zone mesurée sur l'aile sur lequel on a la mesure par imagerie, et on a des résultats de simulation qui vont être issus de la simulation correspondant à l'essai. Le logiciel EcoTwin Digital Twin va fonctionner sous forme de timeline avec des onglets, donc ici visualisation, capteur, mise en données et identification. Et on va parcourir l'ensemble de ces onglets afin de voir le fonctionnement et le but de EcoTwin Digital Twin. Donc dans l'onglet visualisation, on retrouve ce qu'on a dans EcoTwin DIC en termes de visualisation, donc ce qui nous permet de voir les champs mesurés et simulés en parcourant les pas de temps. Donc on peut se balader dans les étapes de chargement avec la partie en haut à droite et voir l'ensemble des champs de déplacement mesurés. Donc si on prend la mesure ici sur l'axe X ou sur l'axe Y par exemple, qui est l'axe de sollicitation. On a aussi la visualisation de ce champ dans les caméras, donc ici pour les deux points de vue, caméra 1 et caméra 2. Et on peut afficher différents champs sur chacune des caméras. On a dans cet onglet aussi la possibilité de charger un résultat de simulation, donc qui nous permet de charger donc ce résultat de simulation et de voir les champs de déplacement simulés correspondants. Donc on va charger le résultat de simulation. Donc on va aller chercher notre résultat issu ici du logiciel Abacus. Et donc on va avoir ensuite, donc, pour chaque étape correspondant aux images, un résultat simulé. Donc pour ces ensembles de pas de temps, on aura donc un résultat de mesure, un résultat simulé. On pourra avoir la différence des deux. Donc ici, si on affiche le champ issu du calcul, donc ce qui est plus visuel, c'est le déplacement suivant l'axe Y. On peut regarder donc ce champ de déplacement sur les différents pas de temps. On peut aussi exprimer du coup la différence entre les champs de déplacement mesurés et simulés, et exprimer cette différence sur l'ensemble du champ de la zone mesurée. Donc ici on voit qu'on a des différences suivant l'axe Y notamment. On peut voir les différences sur l'axe X et Z, donc dans les trois directions. On a un deuxième onglet qui est l'onglet capteur. Donc cet onglet capteur, on va pouvoir importer les capteurs et créer des capteurs dans l'interface. Donc on peut notamment créer, donc, par exemple, un capteur de déplacement, qu'on va appeler D1. Et pour ce capteur, on va avoir trois types de signal. Le signal issu de la mesure par imagerie, le signal issu de la simulation, et éventuellement on peut importer des données en disant j'ai un capteur physique qui est à cette position et je peux importer les données mesurées sur ce capteur. Donc on peut tracer le graphe pour voir les valeurs de ce capteur de déplacement qu'on vient de créer. Donc ici on a par exemple les données mesurées, donc par corrélation d'image numérique. On va avoir les données simulées. Comme ici on n'a pas importé de données, on n'a pas de données importées du capteur physique. Donc du coup on voit à l'aide de ce capteur de déplacement qu'on a des différences entre la simulation et la mesure de l'autre côté. Donc on voyait déjà dans les champs de différence, c'est le fait qu'il y ait un écart entre simulation et essai. On le voit d'autant plus à l'aide de ces capteurs. On peut également créer des capteurs d'effort.
Donc ici j'ai un capteur d'effort F1 qui est situé au niveau de l'anneau sur lequel l'effort est appliqué dans l'essai. Et j'ai importé des données sur ce capteur, donc des données mesurées sur l'essai, et donc on va pouvoir les tracer dans l'interface, donc avoir l'évolution de cet effort au cours du temps. Et donc c'est ce qu'on voit ici sur le graphique. Ensuite, donc on a, il faut que je revienne là-dessus, voilà. Donc on a, si on revient sur un petit cas théorique de la poutre encastrée soumise à un effort vertical en bout de poutre, on a du coup une simulation avec des hypothèses, donc qui sont des déplacements imposés, donc un encastrement à l'extrémité de la poutre, des propriétés matériaux, donc qui sont le modèle appliqué dans la simulation, et des conditions limites en effort sur le bout de la poutre. Ces hypothèses nous donnent, à la suite de la simulation, une prédiction de la poutre encastrée soumise à un effort en bout de poutre, donc une prédiction de la flexion de la poutre. On a de l'autre côté une réalité terrain qui est donnée par les caméras et par la mesure par corrélation d'images numériques. Et on a une différence entre cette simulation et ces mesures, ce qu'on a vu dans le logiciel à travers les champs de différence ou les capteurs. Le but étant maintenant d'améliorer la simulation pour prendre en compte des données mesurées et pouvoir avoir une prédiction de la simulation au plus proche de ce qui s'est passé dans l'essai. Donc pour faire ça, on a dans les 3 hypothèses qu'on a mises dans la simulation, la première des hypothèses était les conditions limites en déplacement, l'encastrement en bout de poutre. Donc on va voir si cet encastrement en bout de poutre est validé ou non, et s'il n'est pas validé, si on peut prendre en compte ce qu'on a mesuré pour l'appliquer à la simulation. Donc c'est ce qu'on va faire dans l'essai, dans le logiciel, c'est ce qu'on va faire dans le logiciel, dans la partie mise en données. On va dans la mise en données afin d'améliorer et de mettre en données la simulation avec des données mesurées. Donc pour ça, on va prendre les mesures dans la section de l'aile ici, à ce niveau-là, et appliquer ces mesures à la simulation. Donc pour ça, on va créer une forme dans laquelle on va sélectionner un ensemble de nœuds, donc un node set. Donc ici, on positionne la forme. Hop. Et on sélectionne un ensemble de nœuds, donc tous les nœuds qui seront dans cette forme, afin de former un node set. Ce node set est créé et donc visualisable dans l'interface, et on va pouvoir à partir de ce node set créer une condition limite. Donc en cliquant sur créer condition limite, on va créer une condition limite à l'aide d'un torseur pour extrapoler la mesure dans la section donnée par le node set. Donc ce qui va nous permettre d'extrapoler la mesure et d'appliquer cette mesure à la simulation et de remplacer du coup la condition d'encastrement qui est à ce niveau-là par la nouvelle condition limite sur le node set qu'on a créé dans la section de l'aile. Donc on va décocher l'encastrement et sélectionner la condition limite qu'on vient de créer. Donc ce qui va nous permettre d'avoir une condition limite mesurée appliquée à la simulation. Donc on a fait la mise en données avec cette condition limite issue de la mesure et appliquée à la simulation. On va pouvoir ensuite aller dans l'onglet identification afin de faire tourner cette simulation augmentée. Donc pour ça, on va utiliser le solver Abaqus et on va lancer la simulation augmentée. Donc on va faire tourner une première simulation qui va nous donner l'état initial, donc c'est la simulation de base qu'on a dans le modèle de base qu'on a chargé ici. Et cette première simulation va nous donner des champs de différence dans l'état initial. On a ensuite une deuxième fenêtre qui s'appelle état optimisé dans laquelle va être affiché
les différences entre la simulation augmentée et la mesure. Donc on a le calcul Abacus qui tourne ici pour la simulation de base. Donc on a ici dans l'output les informations de sortie. Donc on a le premier calcul initial qui a tourné. On est en train du coup de lancer le deuxième calcul avec la simulation augmentée. Et on va ensuite lire les données de ces deux calculs pour afficher les différences en déplacement entre le calcul initial et la mesure, et dans l'état optimisé entre le calcul augmenté et la mesure. La procédure de simulation augmentée est terminée. On a lu le résultat de la simulation de base initiale. On a affiché ici les différences. Donc en Z, on peut changer le champ, donc les différences en Y par exemple. Donc c'est ce qu'on avait dans l'état initial avec la simulation initiale. Et dans l'état optimisé, on a affiché les différences pour la simulation augmentée. Donc on va afficher la différence en Y également, et on voit qu'on a réduit les différences entre la simulation augmentée en prenant en compte les conditions limites mesurées et la simulation initiale où on avait modélisé un encastrement en bout d'aile. Donc ça c'est la première partie de l'identification qui est la simulation augmentée. Je prends en compte des résultats mesurés pour les appliquer à la simulation et faire tourner une simulation augmentée qui permet de prendre en compte notamment les conditions limites mesurées. Si on revient sur notre cas théorique, on a une deuxième hypothèse qui est le modèle de comportement qu'on a appliqué à la poutre, donc qui sont les propriétés mécaniques du matériau, qu'on va pouvoir éventuellement modifier pour recaler et faire diminuer l'écart entre la mesure et la simulation. Pour ça, on va revenir dans le logiciel EcoTwin DSI et lancer cette identification des propriétés mécaniques du matériau. Donc on a le matériau ici, matériel 1, qui est chargé dans le modèle INP. On a deux paramètres. Un premier paramètre qui est le module élastique qu'on va nommer E, et un deuxième paramètre, le coefficient de Poisson. Les valeurs initiales du premier paramètre est 3000 mégapascals et la valeur du coefficient de Poisson est ici de 0,33. Donc on choisit d'identifier le module élastique du comportement, donc E. Donc je vais cocher ce matériau et lancer une identification avec un critère. Donc il faut que je crée un critère qui va me permettre d'identifier le paramètre matériau. Donc ce critère va être un critère ici en déplacement. Donc je vais appeler critère 1, déplacement, et je vais choisir les axes X, Y, Z, donc l'ensemble des trois axes pour regarder la différence entre la mesure et le calcul. Donc ça va être mon critère d'identification. Je vais régler les paramètres d'identification, donc avec un nombre maximal d'itérations, un critère de convergence qui est un pourcentage d'incrément sur le paramètre que j'identifie, et le solver qui est toujours Abacus. Donc là, on va pouvoir lancer l'identification avec ces paramètres et identifier le comportement mécanique de la poutre, de l'aile ici, à travers son module élastique. Donc là, on va lancer un ensemble de simulations. Une simulation avec le paramètre matériau à l'état courant, donc ici c'est 3000 sur l'état initial. Ensuite, on va lancer des simulations de sensibilité afin d'obtenir des champs de sensibilité qui vont nous permettre de calculer un incrément sur ce paramètre pour minimiser l'écart en déplacement qui est dans le critère, donc le critère 1 d'identification qu'on a créé, qui est sur le déplacement. Donc on va chercher à minimiser ce critère en faisant varier le paramètre matériau. Donc là on fait tourner la simulation initiale, on a ensuite les simulations de sensibilité par rapport aux paramètres qui vont être lancés, ce qui va nous donner un incrément et ensuite un schéma itératif jusqu'à convergence. Lors de l'identification, on a une fenêtre progression qui est accessible pour l'utilisateur, dans lequel on va pouvoir tracer
l'évolution du paramètre matériau. Donc si on retrouve ici dans les variables qu'on peut tracer le module E qu'on cherche à identifier, avec la valeur initiale ici qui est à 3000 pour l'itération 0. Donc on a réalisé ici une première itération. On a le module élastique, le paramètre qu'on identifie qui est donc sa valeur initiale qui est à 3000. À l'itération 1, on est à 2656. On voit qu'on a à l'itération 0 avec le paramètre initial une erreur moyenne sur le critère d'identification qu'on a créé de 0,11 mm. Et on a fait un incrément de paramètres moyen de 11%. Donc ça, c'est des messages qui sont disponibles dans la sortie pour l'utilisateur. On peut tracer également l'évolution du critère d'erreur. Donc ici, je peux tracer l'évolution du critère d'erreur. Donc on retrouve la valeur initiale pour l'itération 0 à 0,11 mm. Et ensuite, on aura sur les itérations suivantes l'évolution de ce critère. Donc le but étant dans l'identification de diminuer afin d'arriver à convergence et d'identifier le paramètre matériau. Donc à la fin de la première itération, on a une erreur en déplacement moyenne qui est passée de 0,11 à 0,08 mm et un incrément qui est passé de 11% à 1,8%. Donc on peut voir dans la progression la diminution de ce critère 1 sur le déplacement. On peut tracer cela aussi en valeur relative, donc en disant la valeur initiale est à 100% et on va voir l'évolution de du critère et du module élastique identifié en pourcentage. Donc on voit ici pour l'itération 2 la nouvelle valeur du paramètre matériau. Et pour chaque itération, on a l'état optimisé qui est actualisé, dans lequel on a la nouvelle différence. Ici sur l'axe X, on peut tracer par exemple la différence sur l'axe Y et voir que cette différence en champ va diminuer au fur et à mesure des itérations. On peut retracer donc ces progressions, voir l'évolution du critère et du module élastique. Et donc une fois que l'identification a convergé, on va pouvoir avoir les valeurs du module élastique identifié à convergence. Et donc ici ça a convergé en 3 itérations et la valeur finale est de 2704 MPa. Et notre critère de convergence, donc on peut également le tracer et voir qu'on a bien convergé, bien diminué ce critère en erreur. On a finalement dans l'état optimisé les différences entre la mesure et la simulation augmentée. Donc sur l'axe Y, sur l'axe X et sur l'axe Z pour les différents pas de temps. Donc ici pour le pas de temps 17. Et on a à gauche dans la fenêtre d'état initial la différence en Y, en X et en Z entre la simulation initiale et la mesure. On voit qu'on a fortement diminué les différences entre la simulation initiale et la simulation augmentée. Voilà, je vous ai présenté le logiciel EcoTwin Digital Twin. Les possibilités, donc ce qu'on pouvait faire avec, qui sont soit la simulation augmentée, donc de prendre en compte les données mesurées pour les appliquer à la simulation numérique, soit l'identification de paramètres matériaux et de pouvoir avoir une simulation plus prédictive au plus proche du réel. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.